Bonjour et bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de la filière de sécurité. Christian, rebonjour. Alors pour cette journée de rentrée qui continue, on a le plaisir de recevoir Éric Davalot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on continue sur cette thématique de rentrée sur les télécommunications sécurisées, les questions de démonstrateurs. On a évoqué tout à l'heure le sujet avec Thales, puisque c'est le porteur de l'un des démonstrateurs. Vous représentez donc Airbus Defence and Space Secure Land Communications. Vous êtes directeur stratégie R&D et portefeuille de SLC. Et donc, vous allez pouvoir nous parler de ce projet que vous portez qui s'appelle LTE4PMR. Alors, je rappelle peut-être simplement en deux mots que c'est donc issu de la feuille de route qui a été initiée en 2013, donc au sein du SIX et du COFIS, et que vous venez donc de présenter, comme c'était prévu, en cette rentrée, le premier système pilote aux autorités françaises. Alors évidemment, on a envie d'en savoir un peu plus. Où en êtes-vous? Qu'avez-vous présenté? Quel est finalement le contenu de la feuille de route et vers où va-t-on? Tout à fait. Peut-être pour revenir sur le début, la genèse de LTE4PMR, ça remonte à 2012, où Airbus a contribué à sensibiliser le gouvernement français au fait que d'autres pays, avec leurs industriels de référence, s'étaient lancés dans des entreprises pour la PMR très haut débit. Et qu'en France, il y avait une filière industrielle unique d'excellence dans la PMR, avec comme chef de ligne Airbus, qui est le leader européen de la PMR, et qu'il était important de pouvoir la pérenniser dans le temps, et donc de passer du très bas débit que l'on a aujourd'hui au très haut débit dans le futur. Et donc ça a été la genèse du projet LTE4PMR. Le gouvernement a décidé de se lancer dans l'aventure et nous avons aussi, depuis plus d'un an, contribué significativement, et c'est pour ça qu'on a eu notre premier démonstrateur la semaine dernière. Et je pense qu'il y a deux points qui ont été particulièrement marquants pour les utilisateurs et pour nous-mêmes. Le premier point, c'est que le but du démonstrateur, c'est vraiment de donner des outils pour que les utilisateurs testent de nouvelles choses. Bien sûr, on avait des applications voix dans le passé, et là, ils veulent utiliser de nouvelles applications, de nouveaux modes opératoires, et pour ça, ils ont besoin d'un système de communication de groupe sécurisé, qui fasse non seulement la voix, parce que ça fait 25 ans qu'on le fait, mais qui fasse aussi de la donnée et de la vidéo. Et donc, on a mis ces outils à leur disposition pour avoir du retour d'expérience et pour faire évoluer notre portfolio. Le deuxième élément qui était clé aussi, et qui a fait partie de toutes ces discussions, c'est qu'on est le premier démonstrateur au monde à avoir montré un système qui est basé sur les standards 3GPP. Le 3GPP, c'est un organisme de standardisation international qui fait le LTE et qui fait évoluer le LTE, et qui, depuis l'année dernière, travaille aussi sur ce qu'on appelle MCS, Mission Critical Service, qui est l'application qui permet ces communications de groupe sécurisées pour la voix, la vidéo et la donnée. Et Airbus contribue fortement. Airbus a déjà contribué à Tetrapol, bien sûr, mais Tetra et P25 dans la standardisation. Donc nous avons des ingénieurs très experts dans ces domaines-là qui contribuent régulièrement au 3GPP. Et le fait que nous ayons contribué, nous a permis en un temps record, alors que le standard était, je dirais, l'encre à peine sèche, pour démontrer la semaine dernière un système qui est entièrement basé sur les standards. Et donc quelles sont peut-être les caractéristiques principales de ce projet qui est porté par Airbus ? Les caractéristiques principales, j'en verrai deux aussi, parce que c'est un projet qui est né de l'idée que le monde de la PMR est un marché global. C'est un marché mondial, mais dans ce marché mondial, il va y avoir des approches différentes en fonction des organisations, en fonction des pays, en fonction des fréquences, en fonction des modèles économiques. Il n'y aura pas une seule solution qu'on va pouvoir appliquer partout. Et que pour pérenniser la filière industrielle, il fallait adresser la palette de ces options. Et donc ce que l'on a proposé dès le début avec LTE4PMR, c'est d'être capable non seulement d'utiliser ce que beaucoup de monde propose, ça veut dire d'utiliser les réseaux opérés, LTE, fournis par les opérateurs mobiles, ça fait bien sûr partie du projet, mais aussi de pouvoir y ajouter à la fois des réseaux très haut débit dédiés, fixes, ou des réseaux très haut débit du type bulle tactique. Et aussi de réfléchir à l'équation économique de cet ensemble, parce que les technologies qui sont utilisées pour
les opérateurs mobiles sont des technologies qui ont des couvertures radio extrêmement faibles, ce qui s'adapte très mal en fait aux besoins de la sécurité publique. Et donc on a utilisé les compétences d'Airbus pour être capable, dans ces réseaux fixes et dédiés, d'adresser à la fois du 700 MHz mais aussi du 400 MHz. D'ailleurs l'Espagne a réservé 2 fois 5 MHz en 450 déjà, pour la public safety très haut débit. Et le deuxième aspect, c'était d'utiliser les compétences qui sont assez uniques en Europe de cette filière industrielle dans la radio haute puissance, pour avoir des terminaux non seulement de 200 mW comme les smartphones que vous utilisez, mais aussi des terminaux qui sont à 1 watt, donc qui émettent beaucoup plus, mais qui permettent d'avoir une couverture beaucoup plus large. Et donc ça permet de tester différents modèles techniques et économiques et aux utilisateurs de comprendre, en fonction de leur application, en fonction des fréquences disponibles, quelle va être la meilleure solution pour eux. Alors, 2 démonstrateurs, pourquoi 2 ? D'abord, est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'imaginer, je dirais, un champion national ou une coopération ? Et donc, pourquoi 2 démonstrateurs ? Est-ce que finalement la technologie n'est pas encore mature, qu'on essaye d'explorer différentes voies techniques ? Ou est-ce que c'est déjà les prémices d'une compétition économique ? Déjà, le gouvernement serait le mieux placé pour répondre à cette question, mais je pense qu'il y a 2 éléments qui justifient d'avoir une diversité et une ouverture à cette niveau de maturité technologique. Le premier, j'en ai juste parlé, c'était être capable d'explorer différents modèles techniques et différents modèles économiques. Et le deuxième, qui est tout à fait fondamental, je pense, c'est le principe d'interopérabilité. Aujourd'hui, pour la sécurité publique, c'est extrêmement important l'interopérabilité. On l'a à différents niveaux. On a l'interopérabilité aux frontières, qui est toujours un sujet très ouvert en Europe et sur lequel on espère que la PMR au débit apportera aussi des solutions efficaces. Il y a l'interopérabilité entre les différentes organisations sur un site de crise. Il y a aussi l'interopérabilité quand on passe d'un réseau haut débit à un autre. Et c'est un scénario que l'on voit émerger de la part de nos utilisateurs qui nous disent eh bien, si j'ai un utilisateur qui est sous une bulle tactique très haut débit, dans un état de crise, il est en train de remplir sa mission, puis après il est appelé à faire quelque chose d'autre. Il y a de fortes chances qu'il sorte de sa bulle tactique et qu'il se retrouve sur la couverture radio d'un réseau fixe très haut débit gouvernemental. On ne va peut-être pas couvrir toute la France du jour au lendemain avec ce type de technologie, donc il y a de fortes chances aussi qu'il transite par un réseau opéré. Et de ce réseau opéré, il peut finir par exemple sur une autre plaque qui serait un réseau fixe très haut débit, dédié, mais qui appartiendrait à des forces et des organisations non gouvernementales. Et donc on a besoin de cette interopérabilité dans le sens où, quelle que soit sa couverture radio, il doit être capable de se connecter aux serveurs de communication de groupe adéquats. Et ça veut dire que l'interopérabilité entre l'utilisateur et le serveur soit complète. Et de là mon message aussi sur le 3GPP. Pour le gouvernement, il est absolument fondamental qu'il s'assure que les industriels qui veulent s'engager dans la PMR très haut débit du futur, eh bien, dès le départ, ils soient engagés à être totalement standards, à suivre le 3GPP et à implémenter des règles d'interopérabilité très fortes. Alors, vous avez fait cette première démonstration très récemment. Ce n'est pas encore un exercice de terrain, si j'ose dire. Alors, quand est-ce que cela est prévu ? La deuxième étape qui avait été définie avec les utilisateurs, c'est à la fin 2017, pour laquelle on est tout à fait prêt. Et on est prêt à avoir un scénario en grandeur nature. Et pour ça, je pense qu'on a... Le projet LTE4PMR, ce n'est pas juste un projet technologique. La solution qu'on utilise, nous, dans LTE4PMR, c'est une solution qui, bien sûr, inclut des éléments logiciels et matériels qu'on est en train de développer. Mais ça inclut aussi des éléments qu'on a développés ces dernières années, et qui sont déjà utilisés de façon opérationnelle par nos clients de par le monde. Donc on a un mélange à la fois de choses qui sont déjà totalement opérationnelles et de choses que l'on rajoute au fur et à mesure des expériences qu'on fait avec nos clients. Et je pense que cette façon de faire du gouvernement de faciliter des démonstrateurs est excellente pour l'industrie parce que ça permet à la fois de combiner l'innovation qui vient de nos ingénieurs, mais qui ne sont pas forcément toujours en ligne avec les besoins des utilisateurs, et d'avoir un retour très rapide des utilisateurs, étape par étape, pour avoir à la fin quelque chose totalement opérationnel, et très rapidement. Ça veut dire que le but, à la fin de LTE4PMR fin 2017, c'est de rentrer en phase opérationnelle directement. On n'est pas sur un cycle de 2 ans, 3 ans, 4 ans de développement après ça.
Vous avez parlé tout à l'heure d'interopérabilité. On pense évidemment, alors le LTE 4G, c'est effectivement l'avenir, mais le tout LTE, c'est quand même pas encore pour demain. Alors évidemment, on pense au système hybride. Aujourd'hui, comment Airbus se positionne sur cette approche? Comment est-ce que vous voyez l'avenir sur à la fois l'hybride et à la fois le LTE généralisé? Airbus a fait la promotion de l'hybride depuis plusieurs années déjà. Ça fait partie de ce qu'on a poussé vers le marché. Et je dois dire qu'on est très satisfait de voir que récemment, enfin ces derniers 12 mois, il y a tout l'ensemble du marché, grosso modo, s'est rallié à cette idée de l'hybride, donc d'une évolution mixte, que ce soit les industriels, mais aussi les utilisateurs. Et on a un certain nombre de nos représentants, enfin nos utilisateurs clients, des grands réseaux nationaux en Europe, qui eux-mêmes ont publié leur volonté d'aller dans cette démarche. Et l'on est persuadé, comme eux, que c'est la seule démarche, la seule voie qui soit à la fois crédible, qui soit à la fois sûre, et avoir une démarche sûre technologiquement pour nos utilisateurs, c'est absolument fondamental, et qui soit optimale aussi en termes économiques, parce que construire un réseau LTE broadband dédié partout en Europe dans les 2 ans qui viennent, ça risque d'être un peu difficile à justifier. Cette solution hybride dont nous avons fait la promotion, en fait, nous sommes positionnés là-dessus avec un portefeuille de produits complet et qui est représenté sous une marque qui est Tactile Ensuite. Et dans cette marque Tactile Ensuite, nous avons d'un côté le terminal. Et ce terminal, nous l'avons annoncé et lancé en mois de juin cette année. C'est un terminal hybride qu'on appelle le DABAT. Et dans ce terminal hybride, on a à la fois un smartphone durci et complètement intégré une radio bas débit. Et donc ça permet à un utilisateur d'avoir dans le même équipement, et on a réussi, je pense, là nos ingénieurs ont fait vraiment une prouesse technique en réussissant à l'intégrer de telle sorte qu'on a un produit qui est extrêmement fin, à la fois toutes les capacités d'un smartphone durci et toutes les capacités d'une radio qu'ils utilisent aujourd'hui, et sans compromis des deux côtés. Le deuxième pilier, j'en ai déjà parlé, sont les communications de groupe sécurisées pour la voix, la vidéo et la donnée. Et donc là, on a une offre, effectivement. Et cette offre, je parlais de ce qui est opérationnel, cette offre est déjà opérationnelle. Enfin, la première étape de cette offre, parce qu'on rajoute des fonctions, on a commencé avec une première étape, mais on a déjà cette offre opérationnelle chez plusieurs de nos clients. Donc on n'est pas en train de partir sur un projet R&D complètement futuriste. On a aussi un ensemble d'éléments qui permettent d'intégrer de façon le plus efficace possible à la fois les technologies Tetra et Tetrapol et les technologies au débit du futur. Et les éléments les plus importants à intégrer pour avoir un système qui marche bien, c'est la sécurité. Comment je suis capable de gérer et d'avoir le même niveau de sécurité, quel que soit le réseau que j'utilise. C'est la gestion des utilisateurs. Je ne veux pas avoir à reproduire une base de données d'utilisateurs et d'organisations en fonction du type de réseau que j'utilise. Et la qualité de service. Quelle est la priorité que je donne dans ces utilisateurs en fonction de l'organisation et de la mission. Et l'ensemble de ces éléments, chez nous, a été développé justement pour intégrer du broadband très haut débit et du Tetra et du Tetrapol. Et encore une fois, ce sont des solutions dont les premiers éléments sont aujourd'hui opérationnels chez certains de nos clients. Sur la partie réseau, finalement, on a aussi 2 éléments qui sont importants. Le premier qui permet d'utiliser les réseaux mobiles opérateurs, sur lequel on rajoute une couche de sécurité. Mais on rajoute aussi 2 autres éléments qui sont importants pour nos clients, la capacité d'accroître le débit et une meilleure résilience en pouvant utiliser plusieurs réseaux en même temps. Et le dernier point, c'est ce qui est le plus demandé aujourd'hui directement, ce sont les bulles tactiques broadband haut débit qui sont utiles pour tout le monde, que ce soit les pompiers, les policiers, les équipes telles le RAID, et qui permettent d'avoir une amélioration de la vue opérationnelle extrêmement importante. Une dernière question, Éric Davalot. Il y a 2 démonstrateurs, ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a donc 2 solutions technologiques présentées. Quid du choix de la solution et qu'advient-il du second projet qui n'aura pas forcément été retenu? Est-ce que les 2 pourraient, par exemple, devenir une seule et même solution, ou est-ce que le second démonstrateur pourrait justement partir, pourquoi pas, sur la scène européenne? Je pense qu'il faut découpler la notion de démonstrateur de la notion d'achat ou de décision par les utilisateurs. Donc aujourd'hui, il y a 2 démonstrateurs qui ont été décidés. Les 2 projets vont suivre leur chemin, vont aboutir. Après, c'est à chaque industriel de faire ses choix stratégiques.
Nous sommes les leaders européens, les seuls face aux Américains aujourd'hui à être capables d'avoir une emprise mondiale dans la PMR. Et nous espérons bien qu'avec ce démonstrateur, nous pourrons l'utiliser non seulement en France, mais aussi sur l'ensemble de notre marché pour faire évoluer notre base installée. Éric Davalot, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Christian, c'est la fin de notre première journée de rentrée. C'est la fin de notre thématique des télécommunications sécurisées. On se retrouve pour notre prochain rendez-vous de la filière de sécurité dans 15 jours. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.